Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire que nous avons le plaisir d'organiser au nom de Homunity Patrimoine. Vous êtes un peu plus de quasiment 200 à être connectés actuellement, donc merci pour votre présence et votre fidélité. J'espère que vous nous entendez bien. Pour rappel, donc aujourd'hui on va parler investissement dans l'immobilier et dans l'immobilier neuf. Vous aurez l'occasion de discuter entre vous dans l'onglet chat que vous voyez juste à droite de notre caméra, entre guillemets, de notre affichage. Vous aurez également un onglet questions où vous allez pouvoir poser toutes les questions et ça sera Sabrina Viniger qui travaille avec nous qui aura l'occasion d'animer cette partie en présence également de Romain Nodin que j'invite à monter sur scène si Romain est là et qui va avoir l'opportunité, Romain Nodin, qui est responsable du pôle vente immobilier neuf au sein de Homunity Patrimoine, de faire cette présentation et de vous expliquer quels sont les avantages, les inconvénients et comment on peut investir dans l'immobilier avec peu d'apport. Donc, avant de laisser la parole à Romain, je vais juste diffuser la présentation. Donc, normalement, elle devrait arriver d'ici quelques secondes. Super, que vous voyez à notre écran. Cette présentation sera également disponible par mail. Vous pouvez nous la demander, on pourra vous l'envoyer avec grand plaisir. Et vous pourrez également revisionner cette présentation avec un lien que vous recevrez automatiquement par la suite. Donc, ce sujet, pour rappel et juste pour recontextualiser, Homunity Patrimoine fait partie du groupe homunity.com, une société, un groupe qui a été racheté par Tikeo Capital en janvier 2019. Tikeo Capital, qui est une société qui à date gère un peu plus de 28 milliards d'euros, qui est un peu plus de 28 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Société basée à Paris et présente dans plus d'une dizaine de pays à travers le monde. Nous, en tant que filiale, et avec Romain, on va avoir l'occasion du coup d'aborder les messages suivants aujourd'hui. La loi Pinel, le concept. En quoi consiste la loi Pinel exactement, quelles sont les durées, les avantages, les inconvénients, les grands principes de cette loi Pinel. Ensuite, on va parler financement. C'est bien évidemment ce qui rejoint le titre de cette présentation, c'est comment investir avec peu d'apport. Donc, évidemment, il y a une partie financement. Ensuite, on abordera la partie programme en cours de commercialisation, donc rentrer dans le concret et voir des offres assez précises. Et enfin, Sabrina Viniger prendra la parole au niveau des questions-réponses et posera un certain nombre de questions à Romain que vous pourrez nous poser à votre tour dans cet onglet questions qui apparaît à droite de votre écran. Donc Romain, sans plus attendre, je te laisse nous dire quelques mots justement sur la loi Pinel, le concept et comment ça marche. Oui, merci Quentin. Bonjour à tous. Donc, je suis Romain Nodin, responsable de la partie immobilier neuf chez Homunity Patrimoine. Alors, pour commencer, je vais revenir avec vous sur donc, comme le disait Quentin, sur le principe de la loi Pinel, qui est relativement simple. L'idée est de vous constituer un patrimoine immobilier sur le long terme, à crédit, on va le voir par la suite, tout en optimisant votre fiscalité. Au travers de ce petit schéma sur ce slide, on vous a remis les 5 conditions principales à respecter pour pouvoir bénéficier de cette loi, à savoir être fiscalement domicilié en France, investir dans l'immobilier neuf exclusivement. Donc, on parle d'investissement en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire des investissements réalisés sur plan et qui ne seront livrés que d'ici 2 ans à peu près. Investissement donc situé dans des zones éligibles Pinel, où il y a 3 zones aujourd'hui, zone A, zone A bis, zone B1. Concrètement, ce sont les zones situées donc c'est l'Île-de-France et les grandes et moyennes villes de province. Des zones qui sont dans lesquelles il y a une vraie pression locative, un manque de logement actuellement, et d'où le principe de la loi Pinel qui est de booster la construction de nouveaux logements dans ces zones qui en ont besoin. Troisième condition, évidemment, donc mettre le bien en location, ce qui est le but de la manœuvre, pendant un minimum de 6 ans, pouvant être prolongé à 9 ans et que vous pourrez prolonger au maximum à 12 ans. Au bout de ces 12 années, 2 solutions s'offriront à vous. Première possibilité, revendre le bien, récupérer des liquidités pour partir sur d'autres projets, ou, et on le voit de plus en plus,
des personnes qui décident de garder le bien en location à l'issue de la loi Pinel pour se constituer des compléments de revenus, pourquoi pas préparer la retraite. En tout cas, si c'est le cas, vous sortez du dispositif Pinel, vous ne bénéficierez plus de la réduction d'impôt, mais vous pourrez continuer à mettre le bien en location. Et pourquoi pas, on pourrait en discuter, pourquoi pas changer de fiscalité et basculer sur une location meublée par la suite pour optimiser au niveau de l'imposition sur les loyers. Quatrième condition, que vous assurez que vos locataires n'excèdent pas un certain plafond de ressources. Alors, si vous passez par un gestionnaire locatif, c'est lui qui s'occupera de ça. Au niveau de la sélection des locataires, il veillera à ce que vos locataires n'excèdent pas ce plafond de ressources. Donc, nous, on propose systématiquement des opérations clés en main avec un gestionnaire locatif. Donc, voilà, 99% de nos investisseurs aujourd'hui passent par un gestionnaire locatif pour ne pas justement avoir à s'occuper de ce genre de choses. Il en est de même pour les plafonnements des loyers, donc la 5e condition à respecter, qui va varier selon les zones Pinel. Et ça, c'est pareil, si vous passez par un gestionnaire locatif, c'est lui qui s'occupera de veiller à ce que le plafonnement selon les zones soit respecté. On peut passer au slide suivant. Sabrina, je ne sais pas si… C'est peut-être moi qui peux le faire? Non, apparemment pas. Moi, je reste sur la même slide là. Je ne sais pas… Alors, je crois que la présentation est en train d'être relancée. Voilà, parfait. Merci. Alors, pour enchaîner, désolé pour ce petit bug, sur les avantages et les obligations de la loi Pinel, le principal avantage, évidemment, c'est la réduction d'impôt que la loi offre et qui est calculée en pourcentage du montant d'investissement. Sur 6 années de mise en location, vous allez bénéficier de 12% de réduction d'impôt par rapport au montant investi, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. Si on prend le montant maximal d'investissement en Pinel comme exemple, donc 300 000 euros, et ben 300 000 euros vont vous générer 300 000 euros d'investissement en Pinel vont vous générer 36 000 euros de réduction d'impôt sur 6 ans, 54 000 euros sur 9 ans et 63 000 euros sur 12 ans. Donc concrètement, si on ramène ça à l'année, puisque c'est quand même plus parlant, un investissement Pinel au maximum va vous générer 6 000 euros de réduction d'impôt annuelle pendant 9 ans et 3 000 euros les 3 dernières années, puisque la réduction d'impôt est dégressive sur les 3 dernières années. Les plafonnements, on vient de parler du premier, donc 300 000 euros, c'est le maximum de ce qui est possible de faire par an et par personne. Au-delà de ça, deuxième plafond important à avoir en tête, 5 500 euros du mètre carré à l'achat. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir en Pinel au-delà, mais ça veut tout simplement dire que la réduction d'impôt s'arrêtera là. Si vous achetez un bien à 7 500 du mètre, la réduction d'impôt ne sera appliquée que dans la limite des 5 500. Enfin, les opérations Pinel concernent toute opération donc signée chez le notaire avant le 31 décembre de l'année prochaine. Ensuite, une détérioration des conditions est prévue en 2023 pour une potentielle extinction de la loi dès 2024. Alors, on va aborder le thème du financement, qui est le thème principal de ce webinaire. Thème essentiel sur un investissement Pinel et même sur l'investissement locatif d'une manière générale, puisque c'est vraiment l'effet de levier principal qu'on va utiliser. Donc ici, il est important de rappeler que le contexte est assez propice à l'investissement locatif, puisque les taux restent particulièrement bas. Je vous ai remis ici la moyenne des taux sur les durées d'emprunt les plus connues, les plus classiques, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, vous voyez que sur 25 ans, on emprunte aujourd'hui en moyenne à 1,29. Je précise en moyenne, puisque ce taux va varier selon 2 critères principaux quand vous allez aller voir une banque, notamment votre niveau de rémunération, votre niveau de revenu et votre niveau d'apport.
plus vous gagnez votre vie, mieux vous gagnez votre vie et plus vous amenez d'apport dans une opération, plus vous allez pouvoir négocier des taux intéressants avec la banque. Des conditions d'octroi assouplies. C'est sûr que l'année dernière, les conditions, les banques avaient resserré la vis en termes d'octroi de crédit. Ça s'était vu à partir du premier confinement. Là, aujourd'hui, on assiste à un allongement de la durée des prêts sur 25 ans. Certaines banques avaient bloqué les investissements locatifs sur 20 ans au maximum pour réserver les durées de 25 ans à la résidence principale. Aujourd'hui, on emprunte en locatif sur 20 ans, sur 25 ans sans aucun souci. 25 ans de remboursement, donc de phase d'amortissement, ce qui veut dire que quand on ajoute à ça la phase de construction, on arrive à négocier des prêts sur 25 plus 2, 27 ans. Sans apport, alors d'une manière générale, sans apport, ça veut dire qu'on va financer 100% du montant du bien que vous achetez. En revanche, vous aurez la plupart du temps à amener en apport personnel les frais d'acquisition, donc les frais de notaire et les frais de garantie, crédit logement ou hypothèque, qui sont d'à peu près, en tout et pour tout, 4% du montant de l'acquisition. Pour autant, on le voit de temps en temps, on arrive à négocier, alors ça dépend des profils, ça dépend des banques, mais on peut réussir à négocier du 110%, du financement à 110%, c'est-à-dire qu'en plus du montant de l'appartement, on va réussir à intégrer dans le prêt tous les frais d'acquisition, donc les frais de notaire, les frais de garantie, pour que vous ne sortiez vraiment zéro apport. Le taux d'endettement, qui avait été vraiment figé à 33% l'année dernière par de nombreuses banques, et vient de passer là il y a quelques mois à 34-35%, donc d'où les conditions un petit peu plus soft, un petit peu assouplies ces derniers temps. Alors ici, nous vous avons remis un exemple concret pour que vous puissiez voir comment se matérialise financièrement une opération en Pinel. Exemple d'un appartement 2 pièces de 42 mètres carrés en Île-de-France, budget 230 000 euros. En partant du principe que l'investisseur amène en apport personnel les frais d'acquisition, qui sont estimés ici à 9 806 euros, ça voudrait dire qu'on emprunte simplement le montant de l'appartement, donc 230 000 euros. Sur 25 ans, ici on a fait l'exemple sur 25 ans, à un taux de 1,58 assurance comprise, et ça nous donne une mensualité de crédit de 985 euros. 985 euros, en face de quoi vous allez percevoir un loyer. Donc le loyer Pinel, ici dans l'exemple, est plafonné à 630 euros. Si on rajoute à ces 630 euros donc, le montant de la réduction d'impôt dont vous allez bénéficier, qui est ici de 337 euros mensuels en moyenne, et qu'on rajoute dans la partie charge, dans la partie sortie, l'intégralité des charges liées à l'opération, donc là dans les 225 euros de charges que vous voyez, on a intégré la taxe foncière, les charges de copropriété, la gestion locative, les assurances, notamment l'assurance loyer impayé. Donc, on a vraiment tout intégré dedans, ce qui nous amène à un effort d'épargne moyen mensuel à 207 euros. Donc, voilà, là, on voit bien l'intérêt des différents effets de levier. Pour 207 euros par mois, vous vous constituez un patrimoine immobilier sur le long terme, sans vous occuper de rien, puisque j'ai intégré là-dedans une gestion locative qui fait que vous n'aurez pas à vous soucier de la gestion locative et de la gestion locative d'une manière générale. Donc ici, chronologie de la phase de financement. Alors, il y a une première partie qui est réalisée par Homunity Patrimoine. Au cours du premier rendez-vous, on va valider ensemble un certain nombre d'informations à votre sujet. On va réaliser ce qu'on appelle un audit patrimonial fiscal de votre situation pour déterminer quel est votre montant de revenu, quel est votre montant de charge, votre montant d'impôt, ce qui nous permet, nous, de personnaliser la sélection des projets qu'on va vous présenter. Donc, on a déjà en amont validé la faisabilité des projets en fonction de votre situation. Une fois qu'on vous a sélectionné des projets et que vous avez sélectionné un projet, que vous avez signé un contrat de réservation, validé un projet, l'étape suivante va être de vous mettre en relation avec notre courtier. Rendez-vous important, c'est un rendez-vous au cours duquel le courtier va vous donner les différents éléments dont il a besoin pour aller solliciter les banques. Donc les dernières fiches de paye,
le dernier avis d'imposition, etc. Et c'est aussi un rendez-vous au cours duquel vous allez pouvoir donner toutes les informations qui sont importantes pour vous pour ce crédit. Typiquement, est-ce que vous préférez mettre de l'apport? Est-ce qu'au contraire, vous préférez essayer de négocier un prêt sans aucun apport? Est-ce que le taux est important pour vous? Quelle durée? Vous allez aborder les contreparties, parce que quand vous allez solliciter des banques et quand les banques vont vous faire des taux très compétitifs, généralement, elles demandent des contreparties, donc des assurances habitation, une domiciliation des salaires. Si vous ne souhaitez pas du tout changer de banque et domicilier vos salaires, il faut que le courtier soit informé de tout cela. Donc, ce rendez-vous est vraiment fait pour poser les bases du projet de financement. Ensuite, une fois que tout ça est bien déterminé, bien ficelé, le courtier envoie le dossier dans différentes banques, une quinzaine de banques généralement, pour ensuite, au bout de 30 jours, avoir les premiers retours des banques, les premiers accords de prêt sur lesquels on va pouvoir sélectionner en fonction de ce qu'il y a de plus intéressant. Une fois que vous avez sélectionné l'accord de prêt le plus compétitif, vient la phase d'édition des offres de prêt. Donc là, on est à J+45. Alors, ça peut varier, hein, c'est vraiment des moyennes, mais J+45 après le premier rendez-vous courtier. Édition des offres de prêt, vous recevez vos offres de prêt à la maison. Vous attendez le délai Scrivener, délai de 11 jours avant de retourner vos offres en banque. Et une fois que vos offres sont retournées, signées, la partie financement est gérée. On n'a plus qu'à passer chez le notaire. Donc, c'est pas précisé sur cette chronologie, mais après la signature notaire, généralement, c'est à peu près à la même période que les travaux vont commencer. Pour autant, vous n'allez pas commencer à rembourser le prêt tout de suite, puisqu'on aura négocié avec la banque ce qu'on appelle une franchise ou un différé d'amortissement, qui fait que toute la partie capitale ne sera pas remboursée avant que vous soyez livré de votre bien et que vous ayez un locataire en face. Donc, pendant la période de construction, vous n'allez rembourser généralement que l'assurance de prêt au minimum, et vous pouvez également commencer à rembourser la partie intérêt d'emprunt. Donc aujourd'hui, nos deux principaux partenaires courtiers, c'est Immoprêt, filiale de la compagnie européenne de crédit, et meilleurtaux.com, que vous devez connaître pour la grande majorité d'entre vous. Comme je vous disais, ils sont en relation avec plus d'une quinzaine d'établissements bancaires, donc ce qui permet vraiment d'aller sélectionner les conditions de prêt les plus pertinentes à un instant T sur le marché. Vous allez avoir, que ce soit avec l'un ou l'autre, un courtier dédié à votre projet pendant toute la durée de la recherche de financement et un financement sur mesure, on l'a dit, puisque l'idée de ce premier rendez-vous avec le courtier va être justement de calibrer vos attentes sur ce financement. Enfin, l'intérêt de passer par Omunity.com pour ce sujet, c'est évidemment les frais de courtage qui ont été négociés par nos soins, puisque on est apporteur d'affaires pour eux, on travaille sur pas mal de dossiers, ce qui nous permet d'avoir négocié en amont avec eux des conditions plus favorables que si vous alliez les voir en direct en tant que particulier isolé. Pour finir, quelques informations concernant les programmes en cours de commercialisation. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis quelques-uns. À commencer par un projet dont la particularité est qu'il n'est pas encore lancé. Il s'agit vraiment d'un lancement qui va intervenir ce week-end, donc qui sera sur notre site dès lundi prochain. Donc, c'est une avant-première. J'ai décidé de vous le montrer puisque c'est un projet particulièrement cohérent dans la mesure où on est extrêmement proche Paris. On est dans la première ceinture parisienne. C'est un projet qui se situe à 1500 mètres du périph', qui est particulièrement bien intégré dans le Grand Paris Express, puisque là, le foncier est à 430 mètres d'une station de métro existante, métro ligne 7, et avec un futur métro qui arrive prochainement, ligne 15, sur la même station. Donc ça a un potentiel, c'est un potentiel d'évolution intéressant pour la suite. À noter qu'on est en zone Abyss. Donc, en zone Pinel, c'est la zone de plafonnement Pinel la plus haute qui va nous permettre d'avoir des très bons niveaux de loyer par rapport au prix d'achat, donc un très beau niveau de rentabilité.
On est proche des commerces, proche des institutions, vous voyez, écoles, collèges à proximité directe. Et les commerces dans le coin vont se renforcer puisque il est prévu pas mal de commerces au rez-de-chaussée du programme en question. Donc voilà, ça reste un projet 93 avec une zone qui va encore beaucoup évoluer, un environnement qui va encore beaucoup évoluer sur les 10 prochaines années, mais c'est aussi ce qu'on recherche quand on fait de l'investissement Pinel, c'est d'avoir un potentiel d'évolution et de très bons niveaux de rendement. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à nous recontacter plutôt courant de semaine prochaine, puisque il sera en ligne, je pense, lundi ou mardi prochain. Autre projet Île-de-France, cette fois-ci déjà en cours de commercialisation. Très différent, là on est beaucoup moins proche Paris, on est à 10-12 km de Paris. Franconville, donc, qui est une ville très pavillonnaire, très verdoyante, avec un environnement pour le coup déjà établi. Intérêt de ce projet, on est au pied d'une gare, on est vraiment collé au RERC et à la ligne H qui vous emmène à Saint-Lazare, pas à Saint-Lazare d'ailleurs, à Gare du Nord en une trentaine de minutes. Commerce en pied d'immeuble, on est à 10 minutes à pied de l'hypercentre avec la mairie et tous les commerces et toutes les infrastructures et établissements scolaires à moins de 10 minutes à pied. Je vous ai mis l'exemple chiffré d'un projet, d'un investissement sur un T3 sur ce projet. Donc T3 à 229 000 €. En finançant ce bien sur 25 ans, on arrive sur un remboursement mensuel de 1 000 € à peu près. En rajoutant les charges d'un côté et la fiscalité et en prenant en compte dans les plus, donc le loyer que vous allez percevoir et la réduction d'impôt, on arrive sur un effort d'épargne moyen mensuel de 215 € sur les 9 premières années. Petit point sur les programmes en province. Ici, il s'agit d'un programme à Angers. Alors celui-ci, depuis très peu de temps, n'est plus d'actualité. Je vous le montre quand même puisque c'est une ville, Angers, avec laquelle on travaille beaucoup actuellement. On va d'ailleurs référencer un nouveau projet à Angers. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Mais en tout cas, c'est typiquement le genre de ville qu'on va sélectionner actuellement parce que contrairement aux grandes villes de province comme Lyon, comme Nice, comme Bordeaux, comme Nantes, où les prix au mètre carré ont énormément évolué ces 3 dernières années et où on a pas mal perdu en rentabilité. Ici, dans des villes comme Angers, on reste sur des niveaux de prix qui nous permettent d'avoir des rentabilités cohérentes et tout en ayant un potentiel d'évolution intéressant sur les prochaines années, puisque c'est des villes où on observe une bonne croissance démographique, économique, pas mal de bassins d'emploi et on le voit à chaque livraison, vous avez des locations très faciles, une pression locative importante et un manque de logement. Ici, sur un 3 pièces, on arrive sur un effort d'épargne mensuel moyen à 275 €. Et enfin, petit exemple à Rennes. Donc là, on est sur une résidence beaucoup plus typée étudiant, profil étudiant, puisque ici on est sur un studio. On est localisé à l'ouest par rapport à l'hypercentre rennais, dans la zone étudiante, proche des facs, des universités. Donc là, vous voyez que c'est un bien qui va représenter 168 € d'effort d'épargne pendant les 9 premières années Pinel. Et c'est typiquement le genre de bien qui peut être intéressant de basculer en meublé à la fin du Pinel, puisque c'est une typologie qui est très propice à l'investissement meublé. Vous trouverez très facilement dans cette zone des étudiants pour se loger, qui voudront se loger proche des facs, des universités. Le fait d'être en meublé ne vous permettra plus d'avoir la réduction d'impôt puisqu'on ne sera plus en loi Pinel. En revanche, vous pourrez booster le niveau de loyer, d'une part parce que le fait de louer en meublé permet de louer un petit peu plus cher, mais surtout parce que comme vous n'êtes plus en loi Pinel, vous pouvez rebasculer sur des prix, sur des loyers marchés, sans contrainte. Bonjour à tous, merci Romain pour cette présentation. On va passer à la seconde partie qui est les questions-réponses. On en a beaucoup. Donc on va commencer. La première, Romain, c'est doit-on rembourser le crédit immobilier quand le projet est en construction? Alors non, justement, l'idée est de négocier avec les banques un différé d'amortissement, comme je le disais tout à l'heure,
qui fait que vous n'allez pas commencer à rembourser le projet tout de suite. Vous commencerez à rembourser l'intégralité de la mensualité que quand vous serez livré avec un locataire en face. Pendant toute la durée de la construction, vous avez généralement deux options. Soit vous allez prendre un différé total. Différé total fait que vous allez différer non seulement le capital, mais aussi la partie intérêt d'emprunt à la livraison. Et vous n'allez rembourser que l'assurance de prêt pendant la construction. Deuxième possibilité, c'est de partir sur une franchise partielle, ce qui se fait dans la majeure partie du temps, parce que c'est ce qui est le plus rentable, c'est de commencer à rembourser en plus de la partie assurance de prêt, la partie intérêt d'emprunt dès le début. Je précise que la partie intérêt d'emprunt et assurance ne seront remboursés que sur les montants débloqués, ne seront calculés que sur les montants débloqués au fur et à mesure des travaux. C'est-à-dire que si le projet si le bien est à 200 000 euros, à partir du moment où vous passez chez le notaire, vous allez commencer à recevoir des appels de fonds que vous allez transmettre à la banque. Le premier appel de fonds, imaginons qu'il soit à 30 000 euros. La banque va décaisser 30 000 euros sur les 200 000 et vous n'allez commencer à rembourser la partie intérêt et assurance que sur ces 30 000 euros au fur et à mesure. Merci beaucoup. La seconde question, c'est à partir de quel montant d'impôt est-il pertinent d'investir en Pinel? L'investissement Pinel commence à devenir particulièrement pertinent à partir de 3 500 – 4 000 euros d'impôt, dans la mesure où on commence à référencer des biens généralement à partir de 150 000 euros, 150 000 euros. 150 000 euros, si on reprend la réduction d'impôt et le pourcentage de réduction d'impôt, ça représente une réduction d'impôt de 3 500 euros. Donc 3 500 euros, 4 000 euros, voilà, à partir de ces montants-là, ça peut commencer à avoir du sens. Ensuite, on a une question de Mourad qui dit « Est-ce que les expatriés non résidents fiscaux sont éligibles à ces programmes ?» Alors, à ces programmes, oui, vous pouvez investir sur ces programmes. En revanche, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d'impôt. Et si vous êtes non résident fiscaux si vous ne travaillez, si vous n'êtes non résident fiscaux en France, ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt en France. Donc, pas forcément d'intérêt de partir sur une loi Pinel et vous ne pourriez pas vous n'y seriez pas éligible. En revanche, vous pouvez investir sur ces programmes pourquoi pas en meublé, hors en tout cas dispositif Pinel. D'accord. Avec le contexte actuel, dans quelle ville faut-il investir? Alors, nous, on travaille sur deux zones principalement, comme je vous le disais tout à l'heure, Île-de-France d'une manière générale, ou dans les grandes villes de province. Aujourd'hui, on évite les villes de province qui sont déjà trop chères, puisque, comme je le disais, on perd en rentabilité. Ce qu'il faut avoir en tête d'une manière générale, c'est que nous, dans notre sélection, on va vraiment mettre l'affect de côté et sélectionner des biens en fonction de chiffres, en fonction de stats, en fonction de concret, d'éléments concrets qui nous permettent de dire que le bien a un potentiel important de chance de se louer facilement et a tout un potentiel de revalorisation à terme. Donc, on va pas forcément privilégier une ville plutôt qu'une autre. On va simplement regarder le marché à un instant T. Si un projet est particulièrement pertinent à un instant T à Reims, plutôt qu'à Lille, plutôt qu'à Rennes, plutôt qu'à Angers, on va vraiment aller sélectionner un programme en fonction de ces critères et surtout à un instant T, sans se focaliser sur une ville en particulier. Merci pour ta réponse. Une autre question de David. Faut-il être propriétaire en amont afin de pouvoir réaliser un Pinel? Bonne question. Alors non, pas forcément. C'est vrai que les banques préfèrent d'une manière générale les profils propriétaires de leur résidence principale et généralement c'est plus facile de gagner la confiance des banques et d'obtenir son financement lorsqu'on est déjà propriétaire. En revanche, c'est absolument pas une condition nécessaire. On voit très régulièrement des investisseurs locataires de leur résidence principale, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux en Île-de-France et principalement à Paris, compte tenu des prix de l'immobilier très élevés, à rester locataire et à se constituer un patrimoine immobilier par ailleurs via l'investissement locatif, pourquoi pas en loi Pinel. Donc, à partir du moment où la personne locataire de sa résidence principale a une capacité d'emprunt et surtout, ce qui va être important aux yeux des banques, c'est une épargne disponible.
aucune contre-indication à partir sur du locatif en étant locataire. J'insiste sur la partie épargne qui va être particulièrement importante aujourd'hui, du fait que les banques soient beaucoup plus strictes, rigides qu'avant au niveau des octrois des prêts. Elles vont énormément regarder l'épargne du client, l'épargne de l'investisseur. Ça la rassure de savoir que vous êtes un profil épargnant et que sur les dernières années, les derniers mois, vous êtes un profil épargnant qui a réussi à mettre de l'argent de côté. C'est sûr que la personne locataire de sa résidence principale qui arrive avec 3 000 € sur son livret A, là, pour le coup, ça sera un petit peu plus compliqué d'aller négocier un crédit sur du locatif. Alors, j'ai une autre question qui est hyper intéressante. C'est vaut-il mieux commencer par un Pinel dans un premier temps, puis un investissement en résidence principale, ou bien l'inverse? En fait, il n'y a pas vraiment de règle, je pense. Ça dépend vraiment de la situation de l'investisseur. Il ne s'agit pas de faire un investissement Pinel qui va vous bloquer dans un achat résidence principale. C'est vraiment pas le but. Donc, tout est une question de capacité d'emprunt. Certaines personnes vont être en mesure de faire une loi Pinel et ça ne va impacter que très faiblement leur capacité d'emprunt, donc ce qui ne les empêchera pas d'acheter leur résidence principale dans un second temps. À l'inverse, on a des plus petits profils qui, en faisant une opération Pinel, vont quand même entacher une bonne partie de leur endettement et qui ne pourront plus avoir accès aux mêmes biens en résidence principale que si ils n'avaient pas fait cette opération en amont. Tout est une question de délai aussi. C'est sûr que si vous êtes d'ores et déjà dans une démarche de recherche d'appartements ou de maisons en résidence principale, je pense que c'est quand même un projet à privilégier avant de partir sur une loi Pinel. En revanche, si votre achat résidence principale n'est pas forcément d'actualité, mais plutôt dans 4-5 ans, rien ne vous empêche de commencer par un investissement Pinel qui parfois pourra même rassurer les banques quand vous irez négocier votre prêt résidence principale. Le fait que vous soyez déjà propriétaire d'un bien en locatif, que vous avez déjà commencé à amortir, aux yeux des banques, vous rentrez dans une autre catégorie de particuliers que si vous êtes simplement locataire et que vous n'avez pas encore commencé à investir. Donc, ça peut jouer en votre faveur parfois. Alors, j'ai une autre question de Nadia qui nous demande, après la remise des clés, vous faites également de la gestion locative? Alors oui, effectivement. Alors, pas au Munity.com personnellement, mais comme sur la partie courtage, on va vous mettre en relation avec nos partenaires gestionnaires locatifs. On a des partenaires spécialisés sur l'Île-de-France, d'autres sur la province. En tous les cas, on a des partenaires dans toutes les villes dans lesquelles on travaille qui vont pouvoir, à la livraison et même avant, généralement, ils commencent à travailler 2-3 mois avant la fin des travaux, commencer à sélectionner des locataires pour vous, faire dans un second temps les dépôts de garantie, s'occuper de tout ce qui est syndic de copropriété, parfois même réunion de copro. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous décharger de tout ça de A à Z. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nos investisseurs parisiens ou habitants en Île-de-France qui investissent en province. On a beaucoup d'investisseurs, à l'inverse, qui habitent en province et qui investissent en Île-de-France parce que grâce à ce côté clé en main, pas plus forcément besoin d'acheter un bien ou d'investir proche de chez vous en vous disant que vous allez devoir gérer au moindre souci, à la moindre fuite d'eau. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller où on veut, où c'est le plus pertinent à un instant T, sans se soucier de la gestion qu'il y a derrière. Alors, il y a Laurent qui se pose la question, quel est le taux de rentabilité moyen envisagé pour un Pinel? Alors, si on prend le taux sans prendre en compte la réduction d'impôt, c'est-à-dire vraiment loyer annuel sur montant d'investissement, on va être entre 2,5-3 pour les investissements les moins rentables jusqu'à 4,5-5 pour les investissements les plus rentables. Après, il y a plusieurs manières de calculer la rentabilité et le rendement, mais on a tendance aussi à prendre en compte tous les effets de levier pour calculer le rendement et notamment la réduction d'impôt, donc ce qui permet de booster ces niveaux de rentabilité.
Ensuite, il y a Étienne qui demande « Est-ce que sur ces programmes, tous les logements sont vendus dans le cadre d'opérations Pinel ou bien on s'assure qu'un certain nombre de logements sont occupés par des propriétaires résidents ?» Très bonne question. C'était le thème du dernier webinaire qu'on a fait où on avait plus insisté sur la sélection des projets. On a un pôle audit chez Omunity.com qui s'occupe de sélectionner les projets en fonction d'un cahier des charges bien précis. On a plus d'une trentaine de critères de sélection, ce qui fait d'ailleurs qu'on sélectionne peu de choses par rapport à tout ce qui sort sur le marché. Et un de ces critères est la mixité, de valider une mixité entre investisseurs et accédant à la propriété en résidence principale. C'est effectivement très important de ne pas être sur des projets 100% Pinel parce que généralement, vous avez, c'est toujours rassurant déjà d'avoir une partie de propriétaires occupants dans les lieux. Vous avez d'une manière générale des parties communes qui sont mieux entretenues quand vous avez des propriétaires occupants que quand vous avez 100% de locataires. Et puis, au niveau des prix d'acquisition, on évite évidemment tous les projets typés 100% Pinel ou qui sont généralement surcotés par rapport au marché pour justement se focaliser sur des projets où les investisseurs Pinel vont acheter au même prix exactement que d'autres personnes qui investissent en résidence principale. Donc oui, on va valider toujours un certain quota de résidence principale. Et d'ailleurs, sur les projets qu'on sélectionne, on arrive à se rendre compte de la partie investisseur versus personnes qui achètent leur résidence principale par rapport aux typologies de biens à vendre dans la résidence. Les résidences type Pinel, vous avez généralement des studios, des T2, principalement à 90% à vendre dedans. Nous, on va plutôt valider des opérations dans lesquelles vous avez du 3 pièces, du 4 pièces, parfois même du 5 pièces, parfois même sur certains projets, ce qu'on appelle des villas, des maisons. Mais en tous les cas, beaucoup de typologies de logements qui ne sont pas intéressantes en Pinel puisqu'on explose un petit peu les plafonds, surtout en termes de budget. Hein, on dépasse largement les 300 000 €. Donc, ça va plus intéresser des personnes en résidence principale plutôt qu'en locatif. Merci. J'en ai une autre. Au bout de 12 ans, que se passe-t-il une fois le dispositif Pinel fini? Alors, au bout de 12 ans, on sort effectivement du dispositif. Deux possibilités. Soit vous conservez le bien en location, ce qui permet de continuer à générer des compléments de revenus. Dans ce cas, plusieurs ajustements à faire. Donc déjà, on n'a plus de réduction d'impôt. On repasse dans l'immobilier classique, ce qui nous permet généralement d'augmenter, de rehausser le montant de loyer au prix marché, puisqu'on n'est plus tenu de respecter les plafonds. Alors, on n'augmente pas le loyer du jour au lendemain. On attend la fin du bail, ce qui tombe plutôt bien puisque on est sur des baux de 3 ans dans le Pinel, donc 3, 6, 9, 12. À 12 ans, vous arrivez sur une fin de bail. Il vous suffit de prévenir le locataire 6 mois à l'avance par lettre recommandée et ça vous permet d'augmenter le loyer à la fin du Pinel au prix, d'augmenter le loyer au prix marché. Ce qu'il est conseillé de faire dans ces cas-là, c'est de basculer sur une location meublée. Si une location meublée est propice dans la zone, évidemment, ce qui permet deux choses, de booster le niveau de loyer, on loue un peu plus cher en meublé qu'en non meublé, et d'optimiser la fiscalité, puisque vous êtes moins fiscalisé sur des loyers en meublé plutôt qu'en nu. Merci. J'ai une autre question, c'est est-ce qu'il y a un montant minimal pour investir? Quel est le montant le plus intéressant? En fait, sur Internet, vous trouverez des opérations à partir de 70 000 – 80 000 €. En revanche, nous, de par notre sélection et le fait d'aller dans des villes où on valide une certaine croissance démographique, économique, on va aller vers des villes moyennes ou des grandes villes de province. Et donc, on sera généralement sur des budgets minimum aux alentours, ce que je disais tout à l'heure, au minimum aux alentours des 150, parfois un petit peu moins. Ça peut commencer sur certains projets à 130, 140, mais ça sera vraiment les plus petits budgets en Pinel. Merci. Ensuite, une autre question. Est-il intéressant d'investir dans le neuf ou bien dans l'ancien?
Ce sont deux projets totalement différents. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Principal avantage du neuf qu'on n'a pas dans l'ancien, c'est évidemment au-delà des frais de notaire réduits à l'achat, toutes les nouvelles normes écologiques, environnementales en termes de construction. Aujourd'hui, on est sur des logements qui ne consomment quasiment plus rien par rapport aux logements construits il y a 15-20 ans. Au-delà de ça, vous bénéficiez de garanties offertes par le promoteur, notamment une garantie décennale qui vous permet de savoir que vous n'aurez pas de gros travaux pendant une dizaine d'années. S'il devait y avoir des gros travaux type ravalement de façade, ce serait pour le compte du promoteur. Au-delà de ça, vous avez la possibilité de personnaliser votre logement au fur et à mesure de la construction dans le neuf. Et évidemment, vous pouvez profiter d'avantages fiscaux donc, dans le cadre de la loi Pinel. Il y a David qui demande ce que tu conseilles entre le Pinel et le LMNP. C'est un petit peu pareil, en fait, ça dépend, que la question précédente, je veux dire, c'est-à-dire que ça dépend vraiment des profils et ça dépend des objectifs qu'on se donne. C'est deux dispositifs totalement différents et d'ailleurs très complémentaires. La loi Pinel est un dispositif défiscalisant. Vous allez vraiment utiliser votre fiscalité existante pour vous constituer du patrimoine. Le LMNP est plutôt une solution défiscalisée, c'est-à-dire que vous n'allez pas toucher à votre fiscalité existante. En revanche, vous allez générer des nouveaux revenus qui, eux, ne seront pas soumis à fiscalité ou très peu. Donc, tout dépend là où vous en êtes, tout dépend de votre âge, tout dépend de vos objectifs. Mais tout ça peut être l'objet d'un rendez-vous. N'hésitez pas à nous contacter ou contacter quelqu'un de l'équipe VEFA pour en discuter et pour qu'on puisse voir ce qui peut être le plus opportun en fonction de votre profil et de vos objectifs. On va prendre une dernière question, Romain. C'est quels sont les risques du Pinel et comment se protéger de ces risques? Pardon, excuse-moi Sabrina, si tu peux me… j'ai pas… Bien sûr, je te disais, on va prendre une dernière question. C'était quels sont les risques du Pinel et comment se protéger de ces risques? Le risque du Pinel, il y en a, je pense, deux. Le premier serait d'acheter trop cher par rapport au marché et donc de se retrouver à avoir des difficultés à la revente. Donc évidemment, tout ça est pris en compte, comme je le disais, dans la sélection des projets qui est faite par le pôle audit chez Homunity.com. On va faire des études de marché pour s'assurer d'une part qu'on soit sur un prix au mètre carré cohérent par rapport au neuf dans les alentours et qu'on ne soit pas trop décorrélé de l'ancien. C'est normal que le neuf soit plus cher que l'ancien, c'est deux marchés différents. En revanche, voilà, l'idée c'est de ne pas être complètement hors marché par rapport à l'ancien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça serait de ne pas avoir de locataires. Ça, c'est pareil, à partir du moment où vous êtes dans une zone très tendue, avec un manque de logement, une pression locative très importante. Quand vous rajoutez à ça le fait que vous louez en Pinel, donc vous louez avec des niveaux de loyer plus faibles que le marché, on le voit, nous, sur toutes les livraisons dans ces zones-là, vous avez des listes de locataires avant même la fin des travaux. Donc, le fait de trouver un locataire ne va pas forcément être le plus gros risque. En revanche, le risque qu'on ne maîtrise pas à la base, ça va être l'impayé. Le fait d'avoir un locataire en place qui décide de ne plus payer son loyer du jour au lendemain, ça, c'est vraiment complètement décorrélé de la pression locative dans la zone et de la qualité de l'emplacement. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place systématiquement, on va proposer en tout cas à nos investisseurs de mettre en place une assurance loyer impayé qui va sécuriser l'opération sur ce sujet. Donc, c'est une assurance qu'on a négociée et qui vous rembourse le montant total de votre loyer dès le premier mois d'impayé, sans limite de temps ni de montant. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas le cas de toutes les assurances. Et nous, c'est vraiment les conditions qu'on a négociées pour nos investisseurs pour sécuriser justement au maximum les opérations. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Un immense merci, Romain, d'avoir pris le temps de répondre à tout le monde. Merci à tous. Si vous avez des questions ou bien si vous si vous souhaitez surtout recevoir la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à tom@homunitypatrimoine.fr. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.